Donc là, on est vraiment sur un petit empire en fait de bois. Moi, je crois beaucoup dans l'achat de terrain. C'est vrai que j'en fais pas. Je suis pas survivaliste, mais je pense que ce qui sera de plus en plus rare dans notre monde, enfin, ce sera le terrain en fait, ce sera là d'avoir un espace nature. Voilà, on voit comment ça marche et donc on peut être rémunéré en euros ou en bouteilles. Attention, ça pousse un peu à la consommation, mais pourquoi pas. Aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Vous avez une super situation, vous êtes fonctionnaire, vous épargnez, vous avez déjà un patrimoine qui est conséquent. N'importe qui vous prêtera. Aucune raison de rester avec votre banque. Ne restez surtout pas avec la banque si vous n'êtes pas satisfait. Il faut arrêter ce syndrome de Stockholm. Stop à ça. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le profil d'un couple de fonctionnaires qui investit en forêt. C'est parti. Du coup, le couple de fonctionnaires, deux graphiques, patrimoine brut à gauche, patrimoine net à droite. Patrimoine brut, c'est une belle somme quand même, 606 000 €. On voit qu'il y a de l'immobilier, probablement la résidence principale, beaucoup d'actions et de fonds, franchement, c'est assez énorme, 30%. Pas mal d'autres actifs, donc assez curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, des comptes bancaires délivrés, etc. Un peu de crypto. Et si on regarde du côté du patrimoine net, forcément, c'est les actions qui prennent le dessus parce qu'elles sont achetées sans crédit. C'est ça la différence entre le patrimoine brut et le patrimoine net, c'est quand on rembourse sa dette, si vous remboursez votre dette immédiatement, combien il vous reste? En gros, c'est ça la différence. En tout cas, si vous remboursez le capital, ce qu'on appelle les capitaux restants dus. Je rappelle que vous ne payez pas les intérêts quand vous empruntez aujourd'hui. Vous allez avoir un coût du crédit sur 25 ans qui va être de X, mais vous n'allez pas payer les intérêts futurs si vous remboursez de façon anticipée. C'est peut-être des pénalités, mais vous n'allez pas payer les intérêts. C'est pour ça qu'on raisonne toujours en capital restant dû et non pas en capital plus intérêt restant dû. Petite digression. Alors, profil, femme, 42 ans, assistante comptable, 80% temps partiel, en région, 3 200 € par mois. Madame gagne plutôt bien sa vie. Monsieur, 47 ans, technicien forestier, 2 200 € par mois. Alors, qu'est-ce que fait un technicien forestier? Quelqu'un qui entretient la forêt, j'imagine. Voilà, surveille et gère la forêt en accord avec les ingénieurs forestiers. Ok, intéressant. Je crois que ça s'appelle, il y a l'Office des forêts, quelque chose comme ça en France. L'Office national des forêts. On voit, voilà, l'ONF, on voit régulièrement leur carte quand on se balade en forêt. 4 enfants, 15, 13, 11, 18 mois. Donc on a un assez grand écart entre les deux extrêmes. Prestation sociale, 960 € par mois, c'est la CAF, caisse d'allocation familiale. Ok, objectif, court moyen terme, financer la scolarité, le permis et les voitures des enfants. Parce que là, il y a en gros dans 3 ans, il y a la conduite accompagnée, donc dans 1 an, il faut commencer à financer le permis, et dans 2 ans, il va falloir acheter la première voiture, et ça va s'enchaîner assez vite. Un permis, je ne sais pas combien ça coûte de passer le permis aujourd'hui. De mémoire, à l'époque, j'avais payé 1 000 €, je dirais. Voilà, prix moyen de 1 800 €. Ah, il y a quand même eu un peu d'inflation. Je crois qu'il y a le permis libre, Ornicar, qui permettent de payer beaucoup moins cher que des auto-écoles classiques. Je crois que c'est aussi un peu moins la cata en termes d'orga et tout. À l'époque, de mémoire, pour moi, c'était 1 000 €. Donc ça a quasiment doublé quand même. En tout cas, ça a un coût. Il faut acheter une voiture aussi. Après, ça a un coût aussi. Donc en tout cas, les enfants, le permis, etc. à court terme. Long terme, assurer un apport confortable pour la retraite ou réduire le temps de travail à 50%. Donc en gros, madame passerait à peu près à 2 000 € par mois et donc elle a besoin d'un complément de 1 200 € qui viendrait des investissements. Okay. Gestion budgétaire, enveloppe budgétaire via Sumeria. Sumeria, c'est l'ancien nom de Lydia. Enfin, c'est l'ancien nom, c'est pas l'ancien nom, mais en fait, ils ont divisé la boîte en deux. Maintenant, il y a une partie vraiment banque et une partie envoyer de l'argent à ses amis. Et donc là, vous voyez, voilà, ça c'est Sumeria. Je ne suis pas utilisateur, donc je ne sais pas ce que ça donne chez côté Sumeria. J'utilisais Lydia à l'époque. Mais en tout cas, il utilise le système des enveloppes. Chaque euro a un objectif précis, budget 0. Scolarité, garde des enfants, 19% des revenus mensuels, 1 230 €. Ok, c'est quoi le système des enveloppes en fait? C'est assez cool, ça s'appelle le Zero-Based Budgeting, le ZBB. Je parle dans mon livre d'ailleurs. Il faut s'imaginer que c'est vraiment littéralement un système d'enveloppe dans lequel on mettrait en fait, sur chaque enveloppe, on va mettre un nom de dépense. Donc par exemple, famille, scolarité, investissement, plaisir, peu importe. Et donc l'idée, c'est que tout l'argent qu'on gagne soit alloué à une enveloppe. Et donc on a 0 qui reste à la fin parce que tout a été mis dans une enveloppe, donc littéralement zero base budget. Et à l'origine, on faisait littéralement des enveloppes parce qu'on avait beaucoup de cash, un concept qui nous vient des États-Unis. Le problème, c'est que c'est assez contraignant de se balader avec des enveloppes, il faut garder du cash chez soi, etc. Maintenant, on peut le faire via des apps, on peut se créer des enveloppes via des banques directement, comme Sumeria. C'est un système qui est hyper efficace et contraignant. Donc je préfère mettre en garde. Oui, si vous êtes à l'aise avec le fait de maintenir un budget, et c'est ça la difficulté, c'est pas de le mettre en place, c'est de le maintenir, mais attention, ça demande une rigueur qui est quand même assez importante, parce que dès qu'on arrive au bout de l'enveloppe, normalement on peut plus dépenser d'argent dans cette catégorie. Donc si on est arrivé au bout de l'enveloppe restaurant et qu'on est le 15 du mois,
et bah tant pis, on n'ira plus au restaurant. Le problème, c'est quand c'est l'enveloppe course qui est à 0, le 20, le 15 du mois, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça demande un peu de gymnastique, mais apparemment pour vous, ça marche bien. Et donc, vous nous avez partagé le cash flow. Non, vous ne l'avez pas partagé. Cette fois, vous nous avez mis le cash flow qui vient vraiment de l'app Finari. Et donc, là, je suis sur leur compte. Et donc, on peut voir que en entrée, donc là, ce que vous avez mis, c'est la CAF, j'imagine, parce que je crois qu'il y avait marqué 960 € tout à l'heure. Des remboursements, ça doit être des virements internes. Et du coup, il y a 1200. D'ailleurs, ça pour info, ça, on connecte ses comptes. Il n'y a pas de travail manuel, c'est automatique. D'ailleurs, on voit qu'ils ont créé une catégorie enveloppe budgétaire. C'est assez intéressant. J'avais jamais vu. Ils utilisent en fait le système des objectifs sur Finari. Vous voyez, là, il reste peu d'argent. Il reste 256 €, 258 € sur celui-là, 260 €. J'avais jamais vu quelqu'un utiliser le zero base budgeting sur Finari, donc plutôt sympa de voir que ça marche. Alors, remboursement emprunt 1249, probablement la résidence principale, on va regarder. Enveloppe budgétaire 1000 €, alimentation et boissons 890 €. Donc là, je pense qu'il y a encore 1000 € dans l'enveloppe à dispatcher. Alimentation 800 €. Bon là, le mois il est en cours, donc c'est aussi peut-être un peu moins parlant, mais normalement. Voilà, là c'est peut-être un peu plus complet. Mais on voit qu'il n'y a rien de choquant. Enfin, dépenser 1200 € pour une famille de 6, ça me semble plutôt normal. Quand on voit les budgets des célibataires à 300 € par mois, bon là on en est très loin parce qu'il y a beaucoup de frais. Et on voit qu'il y a 200 € d'épargne a priori qui partent. On voit qu'il y a aussi des choses pour la voiture, les dons. Et c'est quoi les plus petits montants? Santé, évidemment, divers loisirs. En tout cas, on voit que, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de choses pour les sorties. On est plutôt sur un budget qui est très exigeant. J'ai l'impression qu'on est assez... on dépense l'argent vraiment de façon très... on surveille vraiment les dépenses. Il n'y a pas beaucoup de folie là. Les loisirs sont quand même relativement faibles. L'appareil 200 € de loisirs. Quand même attention à ça parce que forcément c'est important aussi de s'amuser un peu. Moi j'aime bien, perso je fais le budget 50-30-20. 50% mais tout ce que je dois rembourser, les emprunts, la nourriture, le Navigo, etc. Enfin le transport, le métro quoi. Après 30% pour les plaisirs et 20% pour l'investissement. Et je le suis pas de façon aussi rigoureuse. Évidemment je regarde Finari mais je suis beaucoup moins rigoureux que ça, que le système des enveloppes. Mais ça permet au moins d'avoir des grands ordres de grandeur. Tout à l'heure je voyais 200 € mais a priori c'est un peu plus, c'est 750 € par mois investis. 100 € sur le livret A pour le fonds d'urgence, 50 € pour madame pour le stock picking. Madame fait du stock picking sur PEA. Madame a aussi un plan d'épargne entreprise. Donc le plan d'épargne entreprise c'est assez intéressant parce qu'en fait il y a l'abondement à 135%. Donc en fait ça c'est vraiment top. On met 1 € et là on récupère 1,35 € gratuit par l'entreprise. Donc si vous avez un plan d'épargne d'entreprise, si vous bossez dans une grande entreprise, il y a quand même des grandes chances que vous en avez un. Renseignez-vous auprès des RH, ils vont vous donner toutes les informations et ça peut être très intéressant, surtout si c'est très abondé. L'abondement, ça peut monter assez haut. De mémoire, ça peut monter à 300% si je dis pas de bêtises. Voilà, 300%, donc c'est assez beau. C'est vraiment de l'argent gratuit. PEA, 400 € pour monsieur, ETF Nasdaq et CAC 40. Bon là, on est sur les deux extrêmes. CAC 40 et Nasdaq, je pense que l'année dernière, ça a dû faire plus 23-25%. CAC 40, ça fait moins 3. C'est qu'une année, mais bon, sur le long terme, quand même, le CAC est beaucoup moins rentable et pas forcément moins volatile. Donc, pas forcément moins risqué. Et c'est ça le problème, c'est que le rendement ajusté au risque du CAC est pas vraiment très bon comparé au Nasdaq. Donc voilà, on va regarder ça quand même, 100 € en crypto. Assurance vie en gestion pilotée pour les 6 membres de la famille, mais peu utilisée. Okay. Propriétaire de la résidence principale et des 2 voitures, investissement locatif abandonné, rapport, temps passé, rendement insatisfaisant. Bah tiens, si vous regardez la vidéo, je serais curieux d'avoir plus d'infos en commentaire. Qu'est-ce qui a été compliqué? Quel est le bilan de l'opération? Est-ce que vous avez quand même gagné de l'argent? Assez curieux d'en savoir plus parce que c'est vrai qu'on entend toujours les belles histoires des vendeurs de tapis qui vous disent que c'est super simple de faire de l'immobilier et de faire du cash flow. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur. Et donc là, on voit qu'ils ont arrêté d'en faire. Par contre, ça, c'est vraiment unique. C'est propriété forestière, 30 hectares. Je rappelle qu'un hectare, c'est 10 000 m², donc c'est quand même pas rien. Gestion familiale, diversification des essences, chênes. Alors, c'est pas de l'essence sans plomb 95, c'est des chênes, des acacias, vente de bois, bord de route ou chauffage, permettant d'autres acquisitions à proximité pour agrandir les parcelles, fiscalité avantageuse, crédit d'impôt. Donc là, on est vraiment sur un petit empire, en fait, de bois. Moi, je crois beaucoup dans l'achat de terrain. C'est vrai que j'en fais pas. Je suis pas survivaliste, mais je pense que ce qui sera de plus en plus rare dans notre monde, ce sera le terrain, en fait. Ce sera d'avoir un espace nature. Donc, acheter des forêts, ça me semble être un très bel investissement. Après, j'y connais absolument rien, ça doit être assez compliqué à gérer. Mais bon, vu que monsieur est technicien forestier, je crois que c'était le nom, technicien forestier, forcément, il y a une grosse expertise. Donc franchement, super intéressant. Pour rappel, les avantages fiscaux, il y en a 2. En fait, vous parlez d'un avantage immédiat, mais en fait, il y a aussi un avantage plus tard. 75% de crédit d'impôt. Énorme, franchement. Après, énorme, mais en moyenne, le rendement des forêts, de mémoire, c'est entre 2 et 3%. Donc ça reste quand même un actif très peu performant. Mais
Là, je pense que c'est un sujet aussi un peu passion, quoi. Donc, et d'ailleurs, ça doit être ça les autres actifs. C'est la forêt, évidemment. D'ailleurs, on peut le mettre sur Finari, la forêt. Donc, d'une part, évidemment, en crédit d'impôt, et d'autre part, 75%, et d'autre part, droit de mutation avec abattement de 75%. Donc, c'est énorme. À la transmission, c'est très avantageux. On voit que vous faites aussi des groupements fonciers viticoles rémunérés en bouteilles. Investissement plaisir. Ça, je trouve ça top, franchement. Si vous voulez investir dans du vin, voilà, pourquoi ne pas faire ça? C'est assez, voilà, ça s'appelle les GFV. Alors, j'en fais pas, hein, pareil, j'ai pas d'expertise particulière, mais je trouve ça quand même assez sympa. Voilà, on voit comment ça marche et donc on peut être rémunéré en euros ou en bouteilles. Attention, ça pousse un peu à la consommation, mais pourquoi pas. Investissement alternatif, fonds structurés sur Swiss Life, ouvert pour transmettre, placement décevant engendrant pertes et frais importants. Alors voilà, j'ai envie de dire, les produits structurés, on en parle tout le temps, on me dit, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai fait 2 Finari Talk avec d'une part un ancien structureur qui s'appelle Jocaris maintenant, enfin Marc, son prénom que je salue, assez intéressant, qui a été chez Goldman Sachs, donc qui a structuré les produits. Après, j'ai aussi reçu un courtier en produits structurés. Et donc, allez voir les deux, ça vous permettra d'avoir un peu deux opinions un peu divergentes et différentes. C'est intéressant d'avoir vraiment toujours d'avoir un panel d'opinions. C'est vrai que voilà, le produit structuré, quand ça se passe bien, c'est génial. Quand ça se passe pas bien, c'est très très pénible et il y a des frais. Ça, c'est inéluctable. Il y a des frais dans les produits structurés, c'est juste un fait. Question, scolarité et permis des enfants. Comment optimiser les placements à court, moyen, long terme pour répondre à nos deux objectifs? Investissement actuel, est-il pertinent d'exploiter davantage l'assurance vie? Que faire des fonds Swiss Life? On va regarder. Relation bancaire, faut-il rester fidèle à son banquier actuel malgré l'insatisfaction pour un éventuel prêt étudiant? Allez, on va regarder votre Finari. Hop, c'est parti. On va commencer par l'IMO, évidemment. L'ARP. Bon, là, en l'ARP, on est sur un mouvement, ça monte tranquillement, voilà. Ça monte. Et on est sur une belle plus-value, 11%. Je rappelle qu'il n'y a pas d'impôt sur la plus-value sur les résidences principales, donc c'est 28 000 €. In the pocket, c'est plutôt beau. Actions et fonds, là il y avait plusieurs choses. Oh là 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 là, il y a collection d'enveloppes. Collectionnite aiguë du côté de nos amis. Il y a un PEA, Nasdaq CAC 40, et donc pour l'instant il y a une toute petite plus-value, mais quand même. Donc en gros le Nasdaq est pas mal, le CAC pas terrible et le CAC vient un peu annuler la plus-value. Moi Marocco ici, c'est vrai que c'est très risqué le Nasdaq. Ce serait soit de basculer sur le S&P, soit de faire quelque chose de MSCI World, mais en tout cas, je ferai pas que la France et je ferai pas que du Nasdaq. Et si je devais en enlever un, j'enlèverais le CAC 40. Ça, vous le savez, je pense. Donc petit ajustement là. Ce qui est bien, c'est que le plan d'épargne, il est encore assez loin du plafond, donc il y a quand même un vrai avantage. Alors du coup, l'assurance vie, bon là, on est sur des produits structurés, hein, on retrouve les noms habituels, donc mémoire, machin, hop, on va essayer de voir si on peut trouver des infos. Donc le premier, j'ai pris celui-là, le Phoenix à mémoire, qui a 23 000 € quand même qui ont été mis dessus. Et donc je suis allé voir le document d'information clé, le DIC, et donc on voit ici que c'est un EMTN, c'est un produit à tiroir comme on dit. Et donc là vous voyez quand même déjà que c'est un produit complexe parce que vous allez voir que derrière il y a beaucoup d'informations. Donc ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'il y a une barrière de protection, 60% du prix de référence initial. Le prix de référence initial c'était en juin 2022 et le sous-jacent c'est Bouygues. Donc en fait ce qu'il faut aller voir c'est est-ce que qu'a fait Bouygues en fait depuis 2022. Donc 2022, alors je ne sais pas s'il y a la date exacte, le 30 juin. Hop. Donc vous voyez Bouygues, on était à 31. Là, on est dans le négatif. Donc actuellement, ce produit est protégé par la barrière. Par contre, il n'y a pas eu de rappel. Il n'y a pas eu de rappel et le prochain... Donc, il n'y a pas eu de remboursement. Et le prochain remboursement possible, ce sera le 30 juin 2025. Par contre, il faudra dépasser le prix pour le remboursement anticipé. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est aussi là, c'est indiqué, c'est un risque très élevé. Et le produit part de l'hypothèse que vous le conservez jusqu'à l'échéance. Et l'échéance, c'est en 2032. Donc là, en gros, on est tanké pendant 10 ans dans ce produit-là. Il faut juste en avoir conscience de ça. Les frais. Alors, en réalité, il y a plus de frais que ça. Mais en général, les structurés, c'est entre 2 et 3% de rémunération pour le vendeur. Donc là, voilà, c'est cher, clairement. Ça peut être intéressant. Il y a plein de scénarios dans lesquels c'est assez intéressant. Là, je pense que c'est pas un super bon plan. Et donc, on est tanké et on peut rien faire. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Ce que je ferais, évidemment, c'est dès que le produit est rappelé, il faut sortir. Il faut sortir tout de suite. Il faut surtout pas en refaire. Et ensuite, est-ce qu'il faut remettre dans l'assurance vie ? Alors, peut-être qu'il faudra... De toute façon, cette assurance vie, elle est en moins-value, donc elle n'est pas très intéressante. Mais peut-être qu'il faudra rouvrir une assurance vie, mais surtout, il faudra partir des besoins et pas forcément regarder l'enveloppe. On continue sur le plan d'épargne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne connaissais pas ce fonds. Alors ça, c'est un plan d'épargne entreprise. Ok, donc là, il y a des frais assez élevés. Bon, à 1,56%, ce serait franchement mieux s'il pouvait y avoir moins. Le problème, c'est que c'est pas possible de faire des ETF sur des plans d'épargne action pour des raisons réglementaires. On peut faire d'autres choses, mais c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus d'organisation. Donc voilà, pour l'instant, c'est le moins pire, j'ai envie de dire.
Il y a un autre PEA, bon là c'est vraiment la collectionnite aiguë, donc madame fait du stock picking. Par contre elle fait du stock picking avec du talent puisqu'elle fait 30% de plus-value. On voit quand même qu'elle fait MSCI US, c'est assez intéressant sa stratégie. J'ai l'impression qu'elle fait des ETF sur les boîtes américaines, enfin pour s'exposer aux États-Unis, et qu'elle fait du stock picking européen. Voilà, elle fait aussi le Japon. Après elle achète quelques boîtes qui lui paraissent bien, et donc elle a quelques très belles plus-values, par exemple Steph, plus 58%. Sinon elle fait des très belles plus-values en réalité sur les ETF. Donc le stock picking, faudrait juste analyser la performance ex-ETF, donc que regarder les performances des actions. Je pense que c'est pas terrible. En réalité, la majorité de la performance, elle vient de cette ligne-là, qui est aussi la plus grosse, c'est normal, mais c'est les US. Donc est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a un intérêt de simplification? Là, moi je serais plutôt pour... je pencherais pour un oui. Surtout que c'est très exposé à la France, 42% de France, je trouve que c'est un peu trop à titre perso. Bon, on va pas peut-être tout regarder. Amundi, ensuite il y a des petites assurances vie dans lesquelles il y a des fonds. Bah, alors ça c'est des fonds actifs, je vous le dis tout de suite. Voilà, hop, ça ne rate pas. On est à 2,8, 1,98, 1,85, 1,60. Donc ça, faut fermer instantanément, ça sert absolument à rien, il faut arbitrer vers des ETF. On va repartir de votre besoin parce que je pense que c'est ça. Comment optimiser les placements à court, moyen, long terme pour répondre à nos deux objectifs? Je rappelle les objectifs de notre famille. C'est court terme, moyen terme, financer les scolarités et le permis des enfants. Et on va commencer par ça. Donc ce qu'on a fait, on a fait une petite analyse un peu marrante. C'est qu'il y a 4 enfants, on s'est dit bon, combien ça coûte la scolarité, la voiture, etc. On s'est dit allez, 30 000 €. Là-dedans, je mets l'achat de la voiture, enfin le permis, l'achat de la voiture, le coût des études et le logement. C'est une estimation. Si elle fait une école de commerce, ça va être plus cher. Si elle fait la fac, ça va être moins cher. Bref, vous avez compris l'idée. En tout cas, on va dire 30 000. Ensuite, on s'est demandé à quel horizon de temps il faut aller chercher, enfin à quel horizon de temps il faut cet argent. Bah, le premier enfant, il a 15 ans, donc c'est à court terme. Ensuite, c'est plutôt à moyen terme pour les autres. Et bah, le petit dernier, 18 mois, c'est à très long terme. La retraite aussi, c'est à très long terme. Ok. Du coup, ça nous donne en fait une répartition des fonds. Donc, il faut mettre 30 000 € à court terme, 60 000 € à moyen terme et 110 000 € à long terme. Une fois qu'on a choisi ça, on se dit sur quoi on place. Donc là, une petite représentation graphique. Sur quoi on place? Eh bien, et on va vous faire des petits graphiques pour les prochaines analyses de patrimoine parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mais à court terme, bah, c'est du monétaire. En gros, monétaire, fonds euros, donc c'est le fameux Ester. Ou alors c'est du fonds en euros sur votre assurance vie. Ça va être aussi des comptes rémunérés. Maintenant, vous avez des banques qui vous rémunèrent l'Ester. En réalité, c'est ça. Ensuite, vous avez à moyen terme, vous pouvez faire de l'obligataire qui apporte un peu plus de performance, qui est moins volatile, mais forcément moins performant aussi que les actions. Et à long terme, vous avez le temps. Donc là, on va aller sur des actions. Ensuite, en dernier, on choisit l'enveloppe. Parce que l'enveloppe, finalement, c'est que pour optimiser la fiscalité, mais on optimise la fiscalité après avoir choisi les supports. Et donc, en fait, on se retrouve à faire 30 000 € de fonds euros. Il y a déjà l'enveloppe. En plus, il y a déjà on a déjà pris date. Ensuite, il y a de l'obligataire. Alors là, moi, je ferai des ETF. Je ne ferai pas de fonds actifs. Et sur le long terme, bah, pareil, je ferai des ETF actions, MSCI World, typiquement pour être simple. Et sur le PEA, 110 000 €. On est loin des plafonds sur les deux PEA, donc il y a de la place. Il y a carrément de quoi faire. Donc ça, une fois que je l'ai et que je regarde votre patrimoine, en fait, actuellement, ici, on va être plutôt, si on part du court terme, on va avoir 11 000 € sur les livrets. Alors, il y a beaucoup de comptes d'épargne, je ne sais pas pourquoi il y a autant de comptes d'épargne. Pourquoi le livret A n'est pas au max déjà? En fait, avant même de faire du fonds en euros, on pourrait aussi faire du livret A qui, net d'impôts, est souvent plus rentable qu'un fonds en euros. En plus, c'est beaucoup plus simple. Donc, pourquoi pas faire déjà le livret A au max, c'est 22 950 le plafond, et ensuite le reste sur un fonds en euros avec une assurance vie. Je recommanderais quand même une assurance vie autre que celle que vous avez parce que celle-là, elle m'a l'air très très chère. Une fois qu'on a dit ça, bah on passe aux obligations. Ça, on peut le faire en assurance vie. C'est plutôt simple, donc il va falloir arbitrer un petit peu pour rebalancer vers moins de risques. Parce que là, actuellement, je n'ai pas vu d'obligations sur vos comptes d'investissement. En tout cas, pas dans les grosses sommes. Là, je vois dans le PEA, il n'y a pas d'obligation. Là, c'est un fonds action française. Ça, c'est un fonds action européenne. Bon, là, c'est un produit structuré, ça, j'en parle pas. Et là, il n'y a pas d'obligation. Donc, il n'y a pas assez d'obligations aujourd'hui. Il y a un petit peu de fonds en euros ici, 7 000 €. Donc, en fait, non, pardon, il y a 11 000 plus 18 000. Il y a 11 000 € sur des livrets et 7 000 €. Donc, il y a 18 000 en tout. Donc, il manque en fait 12 000 pour faire le court terme. Ensuite, il faudra un peu arbitrer. Peut-être aussi se dire que l'épargne que vous mettez mensuellement, bah, au lieu de la mettre dans les actions, mettez-la dans les obligations. Alors, il va falloir quand même attendre assez longtemps avant d'atteindre 24 000 €. Et sur le long terme, vous avez besoin de ça. Et donc, normalement, avec ça, vous devriez couvrir vos besoins. Voilà, ça, on l'a fait vraiment en 2 secondes. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on vous fasse cet Excel de façon un peu plus complète et un peu plus propre. Et si ça vous dit, bah, on vous le partagera. Et surtout, on réfléchira à comment le mettre dans Finari. Ça fait longtemps que je veux mettre une représentation court, moyen, long terme dans le produit et surtout vous aider à construire des allocs. Bah, peut-être que ça sera l'opportunité. En tout cas, c'est cette année qu'on va réaliser ça. Il y avait beaucoup de boulot avant, mais maintenant, on y est. Donc, je pense que pour répondre à la première question, bah, c'est
plutôt clair. Il faut placer court, moyen, long terme et choisir les enveloppes en fonction. Est-il pertinent d'exploiter les avantages de l'assurance vie? Oui, dans le cadre, ici dans ce cadre-là. Parce que déjà, des obligations, on ne peut pas le faire sur PEA. Sur compte titre, il y a une fiscalité qui est un peu moins avantageuse. Donc, autant le faire sur assurance vie. Le fonds en euros, ça n'existe pas sur assurance vie. Il y a d'autres fonds, mais voilà. Après, je trouve quand même que le livret A, il est intéressant pour le court terme. Deuxième question, que faire des fonds Swiss Life? De toute façon, vous êtes tankés, mes amis. Donc, vous attendez gentiment que soit vous soyez rappelé, et donc dans ce cas-là, vous avez un remboursement anticipé, soit il faut attendre jusqu'en 2032, pire des scénarios. Je pense pas que ça arrivera et j'espère que le titre va remonter. Mais bon, de toute façon, quand on vous vend un structuré, c'est quand même souvent sur des titres qui sont en difficulté, parce que c'est là où, en fait, il y a vraiment de l'argent à les gagner. Pour tout le monde, en réalité, potentiellement. Mais c'est là aussi où les structureurs gagnent le plus. Mais encore une fois, j'ai rien contre les structurés et c'est chacun doit avoir midi à sa porte. Faut-il rester fidèle à son banquier actuel malgré l'insatisfaction pour un éventuel prêt étudiant? Alors là, je vais être super clair. Non. Aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Vous avez une super situation. Vous êtes fonctionnaire, vous épargnez, vous avez déjà un patrimoine qui est conséquent. N'importe qui vous prêtera. Ça n'a aucune importance. Donc là, il vous a tanké dans un produit structuré. Il a pris entre, allez, on va dire 2, 3, voire 5% de com, donc potentiellement 2000 €. Non, je trouve pas ça correct. Vous avez une super situation. N'importe qui vous prêtera. Je vois absolument aucune raison de rester avec votre banque. Ne restez surtout pas avec la banque si vous n'êtes pas satisfait. Il faut arrêter ce syndrome de Stockholm. Stop à ça. Donc, il y a des très belles choses dans ce patrimoine. Je voulais juste regarder les autres actifs pour finir. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs forêts. Si on regarde la répartition, c'est assez bien diversifié, c'est assez intéressant. Et donc, effectivement, il y a un petit peu de vin. Donc, franchement, c'est top. Je ne connaissais pas. Si vous regardez la vidéo aussi, dites-moi dans les commentaires la performance que vous faites sur les forêts. Je serais assez curieux de voir. Là, on voit qu'il y a des plus-values énormes. 116%. Lunaire, 60% de plus-value. Comment on fait ça? En combien de temps vous avez fait ça? Enfin, hyper curieux. En crypto, qu'est-ce qui se passe? Vous investissez sur Finari, vous avez fait 15% de plus-value, Bitcoin, Ethereum, donc ça c'est plutôt simple. Il y a un DCA qui tourne. 50-50, on garde, on change pas une équipe qui marche. Et qu'est-ce qu'il y a à optimiser du côté de l'emprunt? Peut-être qu'il y a un taux élevé, on va regarder. Non, là vous avez un taux à 1,19, magnifique. Voilà, vous avez des super taux, 1,33, 1,10. Prêt 0, prêt à taux 0, c'est les meilleurs. 0,87, bon là c'est le rêve. Vous touchez à rien, vous gardez et vous gardez le cap. En tout cas, très intéressant comme situation. Bravo déjà d'avoir accumulé un patrimoine comme ça. Bravo pour les habitudes d'épargne, je pense que c'est très très bon. Le budgeting, très très bon aussi. Si vous regardez la vidéo, donnez-nous aussi des ressources pour comment mettre en place le Zero-Based Budgeting. J'en parle rapidement dans mon livre, mais quand même curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui l'applique surtout dans un foyer avec 4 enfants. Assez curieux. Quelques petits ajustements à faire quand même. Bien réfléchir au coût des études, faire les placements en fonction, dans les bonnes enveloppes, partir, arrêter le produit structuré et puis dire bye bye, comme dans la pub là, au revoir président, au revoir mon banquier, parce que là, ça sert à rien de vous laisser matraquer par les frais. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi, vous voulez que j'analyse votre patrimoine, même si vous n'investissez pas en forêt, eh bien, vous m'envoyez votre profil, c'est anonyme et le lien est dans la description. Vous remplissez le formulaire, vous postulez et toutes les semaines, je choisis un nouveau profil pour qu'on puisse l'analyser ensemble. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite.